Alors, ça va être une vidéo assez longue normalement. C'est un gros truc. Ça va être compliqué. Alors, le maire de Trappes va attaquer en justice un professeur de philo menacé dans sa ville. Au micro du Point, le professeur Didier Lemaire, qui ne se sent plus en sécurité depuis la publication d'une lettre ouverte, peu après l'assassinat de Samuel Paty, avait noté que le maire de Trappes colportait dans la ville des accusations mensongères et haineuses le visant. Invité sur CNews, l'élu a promis de porter plainte en diffamation. Bon, comme on va le voir tout à l'heure, j'ai plus tendance à croire le prof de philo que le maire. Parce que le maire traîne quand même pas mal de casseroles et le prof de philo a dit crûment certaines choses, donc j'ai plutôt tendance à croire le prof de philo. Comment pallier l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme ? Depuis que cette lettre ouverte de Didier Lemaire est parue dans l'Obs, ils ont oublié un espace ici, ce professeur de philosophie à Trappes, fort de 20 ans d'expérience, a reçu des menaces, si bien que, comme il l'avait récemment avoué au Point, il est escorté par la police. Au micro de cette édition, il a déclaré que le maire de sa ville en question colportait des accusations mensongères et haineuses à son encontre. Plus tard, sur CNews, il indiquera que ses élèves ne se sentent plus français. À Trappes, il n'y a plus de lieux mixtes, de coiffeurs mixtes, les cafés ne sont plus ouverts aux femmes maghrébines. Prenant à son tour la parole sur CNews, le maire de Trappes, Ali Rabet, a répondu au professeur. Ce matin sur CNews, il a dit un certain nombre de mensonges, un certain nombre de contre-vérités, a-t-il déclaré dans Morandini Live. Raconter qu'à Trappes il n'y a aucun coiffeur mixte, c'est factuellement faux. Il y a 4 coiffeurs mixtes à Trappes. Plainte à venir et de promettre de porter plainte pour diffamation. Monsieur le maire a indiqué que je l'avais qualifié d'être islamophobe et raciste. Il prétend que j'ai tenu ces propos à une chaîne néerlandaise qui a fait une interview de lui et de moi-même et que ces propos auraient été enregistrés. Je suis certain de ne pas avoir tenu ces propos parce que tout simplement je ne le pense pas. J'ai un communiqué qui indique que pendant l'interview, je n'ai pas utilisé les mots islamophobe et raciste. Alors si tu as besoin d'un communiqué pour être sûr que tu n'as pas utilisé les mots islamophobes et racistes, c'est que si tu ne les as pas dit, tu les pensais très fort. Et on va voir que le trap n'est pas tout blanc, que le maire n'est pas tout blanc, au contraire. Bien au contraire. Il a toutefois dit totalement soutenir cet enseignant qui défend Samuel Paty et en outre promouvoir la liberté d'expression. Je lui refuse le droit de me diffamer, pour cela j'aurai devant les tribunaux. Voilà, alors il traîne un enseignant devant les tribunaux, mais n'agit pas réellement, voilà, et comme on va le voir, son soutien à ses professeurs est assez anecdotique. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième point, Yvelines, donc Trappes, toujours la même ville, l'élection municipale annulée par le tribunal. Tiens, et oui, parce que monsieur le maire, celui qui n'a pas soutenu l'enseignant, on va le voir ici, a aussi quelques casseroles au cul, comme on dit, et son élection a quelque peu dévié de la légalité, on va dire. Voilà, en gros, on va le voir dans cet article, mais il a usé de moyens peu recommandables et il a dissimulé une propagande en fait en sa faveur sous couvert d'une association, et donc son opposant a fait appel. Alors, ce mardi 2 février, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection d'Ali Rabet à la tête de la ville de Trappes, dans les Yvelines. Le maire a fait appel de la décision. Ah non, c'est lui qui a fait appel, oui, c'est son opposant qui a contesté l'élection et qui a saisi le tribunal du coup. Les électeurs de Trappes, Yvelines, devront-ils bientôt retourner devant les urnes ? Ce mardi 2 février, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection municipale de Trappes des 15 mars et 28 juin 2020 remportée par Ali Rabet, suite à un recours déposé par son adversaire, Othman Nasrou. Le nouveau maire a par ailleurs été condamné à 1 an d'inéligibilité.
La justice reproche à Ali Rabeh d'avoir continué durant le premier confinement à mener des actions de solidarité, distribution de masques, de colis alimentaires avec Cœur de Trappe, association qu'il présidait à l'époque, et de s'en être servi pour les besoins de sa campagne électorale, des actions non intégrées à son compte de campagne. Voilà. Donc en gros c'est de la dissimulation, putain je vais plus parler aujourd'hui, tout simplement électorale en fait. Déjà en décembre dernier, la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et de financement politique avait rejeté son compte de campagne, estimant que le candidat aurait dû, pendant la période électorale, adopter une attitude beaucoup plus réservée. Le maire fait appel devant le Conseil d'État. En total désaccord avec cette décision infondée, Ali Rabeh a tout de suite fait appel devant le Conseil d'État. J'ai confiance en la justice qui me donnera raison dans quelques mois. L'État étant suspensif, le maire reste aux commandes de la commune en attendant le jugement. L'élu dénonce le harcèlement judiciaire de M. Nasrou depuis le premier jour. C'est de l'agitation, cela l'occupe pendant que je m'occupe de gérer la crise du Covid. Ali Rabeh se dit serein concernant la suite des événements et une possible annulation du scrutin. Si je devais refaire cette élection, je connais l'issue, affirme-t-il, fier de ses premiers mois à la tête de la mairie. Et s'il était de nouveau condamné à un an d'inéligibilité, je ne doute pas que mon équipe gagnerait quand même. Sans lui, du coup. Ali Rabeh a triché pour Othman Nasrou. Pour Othman Nasrou, cette condamnation confirme ce que nous avons dit tout au long de la campagne. Ali Rabeh a triché. Il n'est pas condamné parce qu'il a mené des actions de solidarité, mais parce qu'il a présenté des comptes de campagne insincères, estime le conseiller municipal d'opposition, par ailleurs premier vice-président de la région. Il décide de faire appel. C'est son droit. Nous sommes convaincus que ce qui est illégal aujourd'hui restera illégal demain. Battu au second tour des municipales par son ex-adjoint au sport, l'ancien maire Guy Malandin, désormais dans les rangs de l'opposition, se satisfait de cette décision. Nous savions bien que des anomalies par rapport à la loi avaient eu lieu. L'utilisation de l'association était évidente pour tout le monde, indique l'ancien maire qui attend le résultat de l'appel. Si un nouveau scrutin devait se tenir, Guy Malandin entend faire ce qu'il faut pour que la ville retrouve des responsables qui respectent la loi. Le Conseil d'État devrait statuer dans un délai de 6 mois. Voilà. Donc il est mal placé pour donner des leçons de morale aux autres. Et il est mal placé pour critiquer qui que ce soit. Ensuite, alors, ça c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est assez marrant. On peut voir qu'on est à Trappes, en haut à gauche. Trappes, Île-de-France. Donc on regarde tout autour, aucun problème. Mais alors, c'est légal, hein, enfin j'imagine. Mais c'est pour souligner ce qui va suivre dans la suite de l'article et ce qu'on a déjà abordé sur la première page web. C'est qu'il y a des vêtements traditionnels, j'imagine, qui ne sont pas d'origine française. Alors je ne sais pas si c'est d'origine maghrébine, arabe, etc. Mais bon, ça fait très musulman. Il y a une iconographie musulmane, incontestablement. Chacun ses goûts, hein, chacun pense qu'il veut ce qu'il veut de ça, mais bon, moi je trouve que ça fait un peu bizarre dans le paysage français. Voilà. Ensuite, Trappes, l'islamisme tisse sa toile. Donc déjà un nom assez violent, et sachant qu'on est sur l'humanité. Et l'humanité, ça a toujours été de gauche, hein, clairement. Alors pour que la gauche titre ça, c'est que vraiment il y a un problème. Donc on va voir ce qui en est dans cet article. Arrêt dans un quartier quadrillé par les militants islamistes de divers courants. Dans la cité des Merisiers, les intégristes tentent de faire main basse sur une population particulièrement frappée par la misère sociale, économique et culturelle. Des femmes entièrement drapées d'un voile noir commencent à faire leur apparition. La silhouette drapée d'un voile noir se glisse dans les travées du marché des Merisiers, à Trappes, dans les Yvelines. Régulièrement, elle s'arrête devant un stand, plonge ses mains gantées dans les marchandises, les rapproche de son visage dissimulé derrière un carré aux mailles serrées. La cliente se faufile au milieu d'une foule multiethnique indifférente. Tenue d'inspiration saoudienne, le niqab fait une timide apparition dans le quartier. Ici, l'école maternelle connaît également quelques mères au visage caché que les instituts tentent d'identifier par la voix, ce qui ne doit pas être très pratique, hein, à la sortie de l'établissement. Mais ces femmes, adeptes du salafisme, islam rigoriste, sont encore rares à la cité des Merisiers, quadrillée par les militants islamistes de divers courants, dont celui des frères musulmans.
Coupée du centre-ville de la commune par la Nationale 10, la cité semble refermée sur elle-même. Des tours et des immeubles abritent une population extrêmement pauvre socialement, économiquement et culturellement. Les habitants, à 75% d'origine étrangère, c'est énorme. C'est absolument énorme et je ne trouve personnellement pas ça normal en France. Je veux dire, bon, déjà moi je trouve que l'immigration est beaucoup trop intensive, mais 75% de personnes d'origine étrangère, c'est beaucoup trop. Comment tu veux intégrer une population étrangère quand il y a plus de population étrangère que de population française de souche? C'est impossible. Donc déjà là il y a un problème. Donc 75% d'origine étrangère subissent la ghettoisation. Encore une fois, c'est inévitable avec plus de... littéralement les 3/4 de la population étrangère, c'est inévitable, dans laquelle se sont engouffrés les marchands d'un islam d'apparence. Ignorés et niés par les pouvoirs publics, ils se dirigent de plus en plus souvent vers la salle de prière située au rez-de-chaussée d'un ensemble de bâtiments. En ce vendredi de Ramadan, les fidèles s'agglutinent dans un lieu saint, bien trop étroit pour contenir la masse des croyants. Il y a là des hommes en djellaba, des femmes en niqab ou en hijab, essentiellement des jeunes, garçons et filles. Avant d'accomplir leur prière, elle dure 3 minutes, ils écoutent le prêche de l'imam, en français, langue comprise par la majorité d'entre eux. Le thème porte cette fois-ci sur le zakat, l'aumône, l'un des 5 piliers d'islam, qu'il serait préférable de destiner à la construction de la mosquée. L'imam évoque aussi l'adultère et la lapidation à l'époque du prophète. Très sympa comme thème. À la sortie, nous accostons 2 jeunes femmes. L'une en foulard, l'autre en djellab, un voile recouvrant tout le corps sauf le visage. Elles acceptent l'entrevue à condition de s'éloigner de la salle de prière. Laurence et Sandrine se sont converties à la suite d'un méthodique travail d'islamisation des habitants, loin du regard méfiant des barbus. Les 2 musulmanes nous surprennent en dévoilant leur identité. Nous sommes françaises de souche, mariées à des Français d'origine marocaine, non pratiquants. Dans un coin désert, éloigné de quelques pas des tours, elles nous accordent 20 minutes avant d'aller préparer le repas qui rompt le jeûne. Depuis leur conversion à l'islam, la vraie religion, elles confient se sentir bien dans leur peau. Interrogées sur la lapidation que l'imam venait tout juste d'évoquer, nous obtenons un silence de la part de l'une. L'autre répond, la femme sait ce qui l'attend si elle commet l'adultère. Alors bon, c'est un petit peu hardcore, hein, c'est un petit peu trash. La femme sait ce qui l'attend si elle commet l'adultère. Alors c'est vrai que je suis contre l'adultère, hein, que ce soit des hommes ou des femmes personnellement, mais quand même c'est un peu violent, hein, réfléchissez. Est-ce que vous voulez que la France devienne ou redevienne comme ça, hein? Moi je suis content d'avoir évolué, je veux pas replonger dans la barbarie perso. Copines depuis un certain nombre d'années, Laurence, 24 ans, et Sandrine, 21 ans, parlent d'une même voix. On est sur Terre pour adorer notre Seigneur et accéder au paradis. Toutes deux affirment être devenues une autre personne, une personne qui ne sort plus en boîte, qui ne va plus à la piscine ni à la plage, car, précise Laurence, on n'a pas le droit de se mettre en maillot devant les hommes, c'est une question de pudeur. Ni l'une ni l'autre ne vit son changement de comportement comme une contrainte. Le plaisir est éphémère par rapport au paradis qui nous attend, dit Laurence, employée dans une lingerie. Sandrine ajoute, ah oui, je reviens juste sur un truc, la vraie religion, bon, c'est pas sympa pour les autres religions, mais enfin, de toute façon, ils sont un petit peu extrémistes là, elles sont un petit peu embrigadées, mais bon, vive le respect des croyances diverses. Alors, c'est une question de pudeur. Ni l'une ni l'autre ne vit son changement de comportement comme une contrainte. Le plaisir est éphémère par rapport au paradis qui nous attend, dit Laurence, employée dans une lingerie. Sandrine ajoute, je ne fais plus de sport, on est là pour apprendre la religion. D'ailleurs, la prière est un sport. Ne se prosterne-t-on pas 5 fois par jour? À les écouter, leur nouvelle vie et leur aspiration à fonder une famille, à s'occuper du mari, ne font pas d'elles des personnes malheureuses. On ne se sacrifie pas, certifie Sandrine, femme au foyer, mère d'une petite fille. Si cette dernière porte le djellab, On ne se sacrifie pas, mère d'une petite fille. Si cette dernière porte le djellab partout, ah oui, Laurence aborde le voile islamique uniquement pour se rendre à la mosquée. Ok. Mes parents sont très choqués, je vais mollo avec eux et puis je ne peux les mettre au travail, c'est interdit. Mais plus ma foi grandit, plus j'ai envie de le porter. En même temps, je peux comprendre un petit peu ses parents. Si elle est française d'origine, ça doit être un petit peu bizarre de voir leur fille porter un voile soudainement. Confie-t-elle. Laurence et Sandrine se sont converties à la suite d'un méthodique travail d'islamisation des habitants par l'Union des musulmans de Trappes, UMT. Principale association musulmane proche de l'Union des organisations islamiques de France.
L'UMT, qui gère la salle de prière, fait main basse sur la Oumma, cette communauté de croyants qu'elle entend fonder. L'association assure des cours d'arabe, de Coran, investit dans des activités sociales et culturelles. Dirigée par de jeunes intellectuels bardés de diplômes, elle a ainsi su séduire une population abandonnée par les politiques, larguée entre les mains des islamistes. Minoritaires, ces derniers orchestrent dans l'ombre, mais gagnent de plus en plus de monde à leur idéologie. Combien de femmes se couvrent la tête, voire le corps entier, après avoir écouté leurs prêches, lu leurs manuels, écouté leurs cassettes? Au marché des merisiers, les étals regorgent de ces produits traitant d'une certaine conception de l'islam ou de vêtements à la mode islamique. Les militantes de l'UMT ne cessent de marteler aux nouvelles recrues que le hijab est une prescription religieuse et que la mixité est proscrite en islam. Donc ça ne respecte absolument pas les valeurs de la République française, et ça entre donc en conflit avec elles. En avril dernier, elles avaient organisé un rassemblement devant la mairie pour exiger des créneaux horaires de piscine exclusivement réservés aux femmes. Je ne sais pas à quel point, si vous vous rendez compte, c'est surréaliste en fait. Je veux dire, on est en France, et elles manifestent pour que déjà les valeurs de la France soient bafouées au nom de leur religion. C'est absolument aberrant. Reçu par le maire Guy Malandin et par Khadija Aram, conseillère municipale responsable des cultes, ces militantes voilées ont essuyé un refus, encore heureux. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent en dehors des lieux publics. Nous n'avons pas accédé à leurs revendications, ce n'est pas faisable, d'autant qu'elles exigeaient aussi un encadrement féminin. C'est l'engrenage, explique Khadija Aram, devenue Hadja depuis son pèlerinage à la Mecque. Cheveux au vent, l'élu soutient que le voile n'est pas obligatoire sauf pour prier. Mais pour les intégristes, le hijab est avant tout un étendard à exhiber pour les rendre visibles dans la sphère publique. Et c'est ça le problème, c'est que tu as des musulmans qui pratiquent leur foi en toute bonne foi, et qui respectent les valeurs de la République, il n'y a pas de problème. Et tu en as d'autres, en fait, qui font un islam politique, en fait, et qui ne respectent pas la République, du coup, et qui ne respectent même pas les valeurs fondateurs d'islam. Parce que l'ultra-violence et l'ultra-voyeurisme, entre guillemets, c'est pas les fondateurs d'islam. Alors, dans cet article, c'est dit, mais il y a plein de musulmans qui répètent la même chose, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une déformation de l'islam. Maintenant, c'est apparenté direct aux attentats et à l'islamisme. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a qui font ce jeu-là, en fait. Alors que l'islam, ce n'est pas ça, à la base. Dans cette optique, convaincre les croyantes de le revêtir demeure l'une des principales missions des prédicateurs. Des enfants reviennent transformés de l'enseignement coranique plusieurs fois par semaine. L'UMT dispense un enseignement coranique plusieurs fois par semaine à des enfants qui en reviennent transformés, selon certains enseignants de Trappes. Sylvie Mérillon, directrice d'un établissement primaire, par ailleurs mère adjointe, se montre très inquiète des propos racistes et sexistes, émanant de ses élèves qui fréquentent l'école religieuse. Un enfant de 11 ans a injurié une maîtresse parce qu'elle ne portait pas le voile, rapporte-t-elle. Ce ne sont pas uniquement les signes ostentatoires qui ont augmenté, mais également les comportements intolérants, notamment à l'égard des enseignantes, les tensions entre les ethnies aussi. Et là, il y aura des gauchistes, attention, pas des gens de gauche, des gauchistes, c'est différent. Chris de Minute Papillon l'a expliqué, les gens de gauche et les gauchistes, c'est différent. Mais tu auras toujours des gauchistes pour dire que c'est pas l'islam le problème, que tout va bien, que c'est la fameuse religion de paix. Pourtant, et bon, si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait tous, mais ça prouve encore une fois de plus le contraire. Que si il y a un problème avec cet islam-là, qui n'est pas un islam qui respecte la République, qui est un islam violent, du coup, vu qu'il y a des tensions. Ajoute Sylvie Mérillon. Sa collègue Marie-Laure Segal, ancienne professeure de philosophie, présidente du collectif Croyance et Laïcité, se souvient qu'une petite minorité de ses lycéens perturbait la classe en s'opposant aux thèses rationalistes. Donc encore une fois, c'est cliché, mais c'est qui emmerde le cours? C'est toujours le même type de personnes. Qui s'opposent aux thèses rationalistes. Je rappelle, les thèses rationalistes, c'est contraire aux thèses créationnistes. Aujourd'hui, des professeurs en exercice constatent à leur tour des dérives. Certains jeunes ont une vision de la science extrêmement dogmatique. Rien n'introduit le doute et le questionnement chez eux. Pour eux, l'islam a réponse à tout.
insiste Marie-Laure Segal. Les propos des deux femmes déjà relatés dans le monde de l'éducation leur ont valu d'être poursuivis en justice par l'UMT. Évidemment, quand tu dénonces une secte, celle-ci contre-attaque. C'est logique, elle ne va pas se laisser faire. Depuis, estimant que la situation ne cesse de se dégrader, elle montre du doigt la petite minorité qui bourre le crâne des gamins en quête de repères. Marie-Laure Segal ajoute « Pendant le mois de Ramadan, des élèves sont traités de mauvais musulmans quand ils vont manger à la cantine. Le Ramadan est maintenant pratiqué par de très jeunes adolescents. À Trappes et ailleurs, des témoignages affluent sur le nombre croissant de gamins du primaire, voire de la maternelle, qui jeûnent, alors que seuls les pubères doivent se plier à la prescription. » Sylvie Mérignon rappelle la fois où un gosse de 9 ans s'est retrouvé mal. Je suis passé dans la classe pour expliquer que l'on ne peut rester le ventre vide quand on va au cours. Je leur ai dit de faire le ramadan pendant le week-end. La directrice a toutefois arrêté de pratiquer ses conseils suite à la suite d'altercations avec les parents sur ce sujet. À partir de l'an 2000, nous avons senti un basculement dans la vie quotidienne de l'école, explique Sylvie Mérillon. C'est l'année de la montée de l'influence de l'école coranique et de l'UMT, précise Marie-Laure Segal. Aucune des deux n'a pu en discuter avec les responsables de l'UMT. Réfractaire à tout dialogue, encore une fois c'est logique. Forcément c'est une secte, donc ça ne discute pas, ça impose ses idées. Parce que le dialogue et la discussion c'est le changement. Et eux ils ne veulent pas de changement. Nos propres sollicitations sont restées vaines. D'aucuns attrapent les comparent davantage à des hommes politiques qu'à des dirigeants d'une association religieuse. Et c'est ce que je disais, c'est un islam politique du coup. Et ça n'a plus rien à voir avec une croyance. Sans doute, le pouvoir au sein de la communauté musulmane leur a-t-il été concédé à la suite de leur bras de fer avec la municipalité pour obtenir la création d'une vraie mosquée. En 2000, une manifestation est partie de la cité des Merisiers en direction de la mairie, gérée alors par les communistes, à l'époque hostiles au projet. Et malheureusement, ils n'ont pas été écoutés du coup. Sur les banderoles, des slogans du style « Pas de mosquée »,« Monco, on aura ta peau », Michel Espina, conseiller général des Yvelines, reconnaît que les élus ont péché par un manque de courage et de position claire sur cette affaire de construction d'une mosquée digne de ce nom. Mais le dossier était d'une grande complexité, d'autant qu'une partie de la population y était défavorable. J'étais maire adjoint et j'ai pesé pour que le projet voie le jour. Je pense franchement qu'on a donné du grain à moudre à certains qui exploitent les frustrations des musulmans. Les responsables de l'UMT se sont engouffrés dans la brèche, persuadant les Français de confession musulmane de prendre leur carte d'électeur et de voter contre les maires communistes, affirme sous anonymat un fidèle de la salle de prière des Merisiers. Quoi qu'il en soit, le 11 mars 2001, la liste socialiste arrivait en tête avec 212 voix d'avance sur celle du PCF, du Parti communiste français. Se remémorant ce fâcheux épisode, Michel Espina, l'ancien maire adjoint devenu conseiller municipal, prône le dialogue avec les musulmans, ajoutant « Majoritairement, ils sont acquis aux lois républicaines. Le débat est possible, on peut vivre ensemble, reconstruire des liens dans cette ville ouvrière où tous les mécanismes de solidarité sont cassés. » Son camarade Jean-Yves Gandron, également élu municipal, soutient « Les influences, bonnes ou mauvaises, ne se développent pas sur du vide. » La majorité des musulmans rejettent l'intégrisme, mais il existe des personnes qui manipulent et qui savent pertinemment ce qu'elles font. Leur propagande se diffuse sur le terrain de l'échec de la politique d'intégration, essentiellement dans le domaine économique. Jean-Yves Gandron ose un parallèle avec la montée de l'extrême droite. La vie est si dure dans tous les domaines que les mieux écoutés sont ceux qui apportent les réponses les plus simplistes. Alors encore une fois, tu ne peux pas discuter avec eux, ou en tout cas tu ne peux pas que discuter avec eux. Parce que c'est la politique plutôt de gens de gauche, et en fait on voit ce que ça a donné. La situation maintenant est ingérable parce que tout le temps il y a eu du débat, et c'est bien qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait du débat, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que s'il n'y a jamais de sanctions, s'il n'y a jamais de mesures fortes qui sont prises, ça ne changera jamais, ou alors très lentement, trop lentement. Voilà. Et je vais faire un parallèle, je vais expliquer du coup pourquoi c'est très malhonnête de faire un parallèle avec l'extrême droite encore une fois. C'est que, encore une fois, on tape toujours sur la droite, c'est jamais mal vu de taper sur la droite, sauf que jusqu'à preuve du contraire, à part des petits groupes extrêmes, mais il y en a aussi chez les musulmans et chez la gauche, avec les antifas et tout, en fait, il n'y a pas de propagande et de violence, en fait, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de volonté de nuire et d'appâter des gens, il n'y a pas de volonté d'embrigader certaines personnes.
Et ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'il n'y a plus d'attentats au nom de la droite, contrairement à l'islam. Donc le parallèle est foireux et très malhonnête. Nombreux sont les citoyens de confession musulmane ou pas à observer d'un œil lucide l'idéologie islamiste qui tente de pénétrer à Trappes. Ces citoyens, parmi eux un grand nombre d'enseignants, souhaitant également que l'on regarde autrement l'islam, deuxième religion de France. Cela doit modifier nos règles de vie dans la société, dit Michel Espina, instituteur à Trappes depuis 1974. Il estime que l'on devrait par exemple intégrer 1 ou 2 jours de fête musulmane dans nos calendriers essentiellement catholiques. Alors non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je reviens sur ce qui est dit plus haut, mais c'est pas l'islam en lui-même qui est le problème. Il y a des musulmans qui sont très bien, enfin je veux dire, et je devrais même pas avoir besoin de le préciser, mais il y en a qui pratiquent leur foi et tout dans la paix, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y en a quelques-uns qui foutent la merde et qui tentent d'instiller des croyances qui sont pas républicaines, encore une fois. Mais même si tu pratiques ta foi dans le respect de la République française, tu ne peux pas modifier le calendrier. Le calendrier, c'est quelque chose qu'on a hérité du passé. On a une tradition catholique. Alors, il y a des gens qui vont crier au scandale, surtout des gauchistes qui vont dire « Ah mon Dieu, c'est horrible, je n'ai pas le droit de dire ça », mais qu'on le veuille ou non, c'est le cas. Tu ne peux pas modifier le passé. Tu ne peux pas tout d'un coup rajouter des jours de fête qui n'étaient pas là, et des jours de fête musulmanes. On a un passé catholique, il faut qu'on l'assume, voilà. On ne peut pas modifier le passé comme ça. D'autant que de plus en plus d'élèves sèchent l'école le jour de l'Aïd. La suggestion de Michel Espina ne ferait qu'officialiser une pratique courante. Mina Kassi, absent du langage coranique, le niqab, provenant du verbe naka, perforé, désigne le voile qui recouvre tout le corps, y compris le visage et les mains. On l'appelle ainsi pour les petits trous faits dans le masque permettant à la femme de voir. Selon les renseignements généraux, les femmes en niqab seraient une centaine en banlieue parisienne, notamment à Trappes, Saint-Denis, Stein, Nanterre et Mantes-la-Jolie. Et donc on va lire un dernier article. Face à l'islamisme et au communautarisme, enquête à Trappes sur le vrai Benoît Hamon. La candidature à la primaire de la gauche utilise son fief électoral des Yvelines comme un laboratoire politique. Ses adversaires l'accusent de mollesse à l'endroit de l'islam intégriste. Il s'en défend. Enquête. Lorsqu'on se rend à Trappes un samedi d'hiver, 2 choses sautent immédiatement aux yeux. La première est que cette bourgade yvelinoise située à 25 km de Paris n'a pas grand-chose à voir avec le cliché parfois servi d'un ghetto aux mains des islamistes. Dans les jolies rues du quartier historique, l'ambiance paraît apaisée et le port de signaux ostentatoires religieux demeure marginal. Quant au quartier populaire des Meurisiers, plusieurs fois décrié dans les médias, il a été récemment rénové et ses rues, quasi désertes, évoquent plus une banlieue en un rien ronronnante qu'une cité à problème. Le second élément marquant tient à l'omniprésence du visage de Benoît Hamon. Impossible de se balader plus de 3 minutes dans la ville sans apercevoir les affiches de campagne du candidat à la primaire de la gauche, invariablement collées par 2. Futur président lance d'ailleurs joyeusement un passant quand on s'approche d'une de ces affiches. Dans cette cité, qui a vu grandir Jamel Debbouze, Nicolas Anelka ou Sophia Aram, la politique paraît en voie de devenir la nouvelle fierté locale. Et ce, même s'il a démissionné du conseil municipal en janvier 2016, après avoir été présent à moins de 40% des réunions depuis son élection. Trappes, vitrine de Hamon. À mesure que le candidat à la primaire de la gauche poursuivait son ascension sur la scène politique nationale, Trappes est devenu sa vitrine politique. Même si les 31 000 habitants de la ville ne représentent qu'un peu plus d'un quart de la population de sa circonscription, qui compte 7 communes, Benoît Hamon en a fait son fief. Il s'est fait élire conseiller municipal sur la liste du PS en 2014, avec plusieurs proches qu'il a amenés dans ses bagages, notamment son chef de cabinet au gouvernement, Ali Rabet, parachuté de Poissy, des Yvelines du coup, et la première fédérale du PS départemental, Sandrine Grandjambe, ou Grandjambe, je ne sais pas comment ça se prononce, venue de Montigny-les-Bretonneux. De la vie générale, le député a su s'imposer sur le territoire. Si la droite l'accuse de venir seulement pour la photo dans les médias avant de repartir à Paris où il réside,
Plusieurs acteurs locaux saluent son travail de proximité dans une commune touchée par les difficultés sociales. Pour Rachid Benzine, chercheur à islamologie et résident de Trappes depuis plusieurs décennies, le député est de petits soins pour ses électeurs. En plus de ses performances parlementaires, il n'hésiterait pas à aller aux demandes de la population. Il va sur le terrain, il se rend même chez les gens. Pour moi, c'est un homme de terrain renchéri. Mustapha Ben Lassen, 29 ans, responsable de l'association de Trappes Action Solidaire, qui vient en aide aux familles en difficulté. Selon lui, Benoît Hamon a pu débloquer beaucoup de situations en faisant jouer ses relations dans les quartiers socialement difficiles de Trappes. En activant ses réseaux, l'ex-ministre de l'Éducation nationale se bat pour faire accélérer les procédures de demande de papier ou pour faire obtenir les subventions nécessaires à la survie des associations locales. Sauf que problème. Alors, bon déjà, qu'est-ce qu'il fait pour aider les habitants ? Il accélère les demandes de papier. Alors bon, déjà je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour la France, hein, voilà, je suis pas sûr que ça aide les gens qui sont déjà présents. Mais surtout, il se bat pour faire obtenir la subvention nécessaire à la survie des associations locales. Sauf que l'UMT est une association aussi. Et comme on l'a vu, c'est un vecteur de propagation de l'islamisme plutôt radical. C'est plutôt de la merde en fait comme décision. C'est plutôt de la merde. En soi, aider des associations c'est bien, mais il faudrait les contrôler, il faudrait vérifier les associations, pas aider toutes les associations de base juste pour la forme. Parce qu'encore une fois, ça marche pas. Selon Rachid Benzine, très investi dans les questions de déradicalisation, cette action sera même essentielle pour lutter contre l'emprise de la religion dans la ville. Si on ne se bat pas pour que les associations aient des subventions pour qu'elles fassent le lien, ce sont les organisations religieuses qui le font, estime ce chercheur de 45 ans. L'islamisme, sujet sensible, car à Trappes, l'intégrisme religieux est une question aussi sensible que majeure. En dépit de l'impression que peut laisser une visite rapide de la ville, les marqueurs de radicalisation ont de quoi préoccuper. Ces dernières années, entre 60 et 80 trappistes sont partis pour faire le djihad en Syrie, soit beaucoup plus que dans d'autres villes de même taille et touchées par les mêmes difficultés sociales. Un rapport confidentiel transmis courant 2016 par le procureur de la République de Versailles au ministre de la Justice fera état d'une ville en proie à un communautarisme rampant. Selon ce document, quelques 80 familles préféraient l'enseignement domicile à l'école de la République pour leurs enfants. En juin 2013, la ville est par ailleurs le théâtre d'une contestation religieuse. Après le contrôle policier d'une femme portant un voile intégral, j'ai vu passer en direction du commissariat un groupe d'une 60aine de personnes se déplacer au cri de Allah Akbar. Alors, en soi, Allah Akbar, c'est pas violent. Ça veut juste dire Allah est grand, me semble-t-il. Mais en fait, on sait très bien pourquoi ils ont crié ça. Et dans le contexte actuel, c'est très malvenu de dire ça. Même si à la base, c'est pas un cri de violence. Tu peux pas décemment dire ça quand tu sais tout ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est normal qu'une 60aine de personnes se dirigent vers le commissariat en criant Allah Akbar ? Et j'imagine que ça devait être plutôt violent. Quand quelqu'un se fait arrêter. Non. Et c'est triste à dire, mais c'est la même communauté qui fait ça, quoi. Donc bon. Se souvient Stéphane Demouchy, ex-militant PS de Trappes, devenu conseiller municipal LR en 2014. Ce soir-là, entre 200 et 400 personnes jettent des pierres contre les forces de l'ordre et incendient des poubelles et des abribus. Encore une fois, la fameuse religion de paix. Ce sont peut-être des pierres jetées avec amour, je ne sais pas. Un événement qu'un acteur associatif local attribue à un ras-le-bol général sur la situation sociale et au rapport difficile avec la police, plus qu'à une revendication intégriste. Une enquête est alors diligentée par l'IGPN sans suite. Mais moi, je voudrais poser une question. Est-ce que les gilets jaunes, et est-ce que les braves petits Français qui ne sont pas musulmans, est-ce que quand ils en ont ras-le-bol, ils s'attaquent à la police ? Ah non. Ou alors extrêmement rarement. Non, c'est le contraire. Eux, en fait, ils manifestent et on leur tape sur la gueule parce que de toute façon, c'est des Français bien blancs, donc personne n'ira les défendre, on s'en fout. Donc bon, il y a 2 poids 2 mesures. Donc ils en ont ras-le-bol, mais il faudra peut-être trouver un autre moyen de contestation.
Dans ce contexte, Benoît Hamon affirme chercher à apaiser les tensions. Quand on tente d'évoquer le sujet avec lui, la réaction est épidermique. Sollicité par Marianne pour livrer sa conception du vivre ensemble, de la laïcité et son approche de la menace communautariste à Trappes, le député des Yvelines, exaspéré qu'on ose lui poser des questions sur ce sujet, a sèchement décliné. Son entourage, en revanche, a apporté des précisions partielles. Alors, il refuse de discuter de ce qu'il fait, ou plutôt de ce qu'il ne fait pas, contre l'islamisme radical. Mais c'est normal qu'il refuse et qu'il soit mal à l'aise, parce qu'il sait, au fond de lui, que ça ne marche pas ce qu'il fait. En fait, il sait qu'il ne fait rien d'ailleurs. Donc bon. Ou pas grand-chose, tout du moins. Tout du moins qu'il pourrait le faire mieux. Voilà. La matrice intellectuelle de Benoît Hamon, c'est Aristide Briand. À rebours de Manuel Valls, qui fait de la laïcité un combat à opposer la montée des intégrismes, Benoît Hamon récuse toute approche offensive du sujet. Il faut se méfier des métaphores guerrières, glisse à Marianne son directeur de campagne, Mathieu Hanotin. Ce proche du candidat assure que la matrice intellectuelle de Benoît Hamon, c'est Aristide Briand, rédacteur de la loi de 1905 sur les séparations des églises et de l'État. Quand Hamon trébuche. Pour autant, quand il évoque la montée du radicalisme islamique, le candidat à la primaire de la gauche s'attache systématiquement à l'associer aux inégalités sociales. Encore une fois, j'ai démontré un peu plus haut que ce n'était absolument pas lié. Reprend dans son compte le slogan attribué à Tony Blair, selon lequel il faut être dur avec le crime et dur avec les causes du crime, au risque de trébucher en donnant l'impression d'être plus sévère avec les causes du crime. Ce qui est, je trouve, justifié dans certaines situations. Là, ça l'est pas. Là, je pense personnellement que ça l'est pas du tout. Le 18 décembre dernier, sur le plateau de France 3, le candidat à la primaire de la gauche réagit ainsi avec maladresse à un reportage qui montrait l'interdiction faite aux femmes de se rendre dans les cafés de certaines banlieues françaises. Encore une fois, est-ce qu'on est encore en France ? Est-ce que c'est ça la France ? Non. La France, c'est quoi ? La France, c'est la mixité, c'est l'égalité, c'est la classe française. Enfin, c'est pas ça la France. La France, c'est pas d'interdire aux femmes de se rendre dans des cafés. Ça respecte pas du tout les valeurs de la République française. Je suis désolé. Plutôt que de condamner immédiatement la montée de l'intégrisme religieux dans certains quartiers, ce militant, toujours de l'égalité homme-femme, s'inquiète d'abord de l'instrumentalisation qui pourra être faite de ce reportage vis-à-vis de la communauté musulmane. Ah bah oui, évidemment. Plutôt que de résoudre ce problème qui en éclaire moins, inquiétons-nous plutôt de l'amalgame qui pourra être fait aux musulmans. Du coup, laissons traîner le truc, histoire de faire encore plus d'amalgame et encore plus de détérioration, évidemment. Quelle bonne idée. Historiquement, dans les cafés ouvriers, il n'y avait pas de femmes. Là, en l'occurrence, on parle de café à Sevran, parce qu'on estime que l'espace public est confisqué aux femmes parce qu'il serait à majorité musulmane, plaide Benoît Hamon, qui demande de remettre des questions sociales avant de mettre des questions religieuses sur ces sujets-là. Avant, sur la défensive, de finir par reconnaître l'existence d'un radicalisme religieux. Et encore une fois, c'est très malhonnête parce que du coup, il y a très peu d'ouvriers en France maintenant. Avant, la population était essentiellement ouvrière. Maintenant, elle travaille plutôt dans des services, Alors, il y a des métiers physiques, mais ils ne correspondent pas vraiment au métier d'ouvrier. Et je ne suis pas sûr que la population soit à majorité ouvrière là-bas. Même si elle est assez pauvre socialement, il y a des métiers... il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des métiers qui ne requièrent pas beaucoup de compétences, mais il n'y a plus beaucoup de réels ouvriers là-bas. Et puis même s'il y en avait, ce ne serait pas une raison, en fait, parce que la France, c'est le pays de l'égalité, quoi. Donc tu peux pas justifier ça comme ça. Ensuite, qu'il existe aujourd'hui une pression faite sur certaines femmes par un certain nombre de fondamentalistes religieux. Ils existent, je ne le nie pas, et la République, là, doit être forte. Depuis, il a rectifié le tir en martelant à plusieurs reprises son intransigeance absolue à l'égard du sexisme et proposé la mise en place d'une police des discriminations. Ouais, tu sens que ça sonne pas super super enfin tu crois pas beaucoup quoi, ça sonne un petit peu creux. Mais
Othman Nasrou, le patron de l'opposition LR Trapp, l'accuse de faire preuve d'une mollesse calculée. Benoît Hamon se préoccupe peu des questions relatives au radicalisme islamiste, comme la situation des familles dont un enfant est parti faire le djihad. Je n'ai jamais entendu condamner l'intégrisme dans le département par des paroles claires et sans ambiguïté. Ce qui compte, c'est sa boutique, donne l'élu auprès de Marianne. Hamon n'hésite pas à cliver. Au sein de la ville, l'affrontement entre la gauche et la droite sur la question du vivre ensemble est pour le moins tendu. Dans les moments clés, Benoît Hamon n'hésite pas à cliver, quitte à caricaturer les positions de la droite locale, qui lui rappellent souvent sa vigilance à l'égard de toute instrumentalisation de la laïcité. Entre les deux tours des élections départementales de mars 2015, il se fait ainsi une vidéo de près de 4 minutes diffusée sur internet, face caméra, cravate et mâchoire serrée. Le député des Yvelines se fait grave. Voilà deux visions de la solidarité et du monde. Une vision de droite qui trie les familles, qui considère qu'au nom de sa vision dévoyée de la laïcité, on pourra interdire les menus de substitution, et la gauche qui refuse de trier les familles et qui a une vision constructive de la laïcité. Évidemment, encore une fois, on tape sur la droite, et on déforme les propos, on exagère, tout va bien. Tout va bien. Surtout qu'on va voir après, en fait, il a menti, clairement, parce que l'unique objet du spot, dissuader les habitants de voter pour une droite qui voudrait imposer que ce soit du porc ou rien à la cantine scolaire. Sauf que les candidats UMP locaux n'ont jamais proposé ni défendu cette mesure évoquée par Nicolas Sarkozy. C'est donc un mensonge total et une déformation de la réalité. Et encore une fois, on a l'habitude de la part des gauchistes. Il traite la communauté musulmane comme une clientèle électorale. Pour Othman Nasrou, la gauche trappiste s'emploie à faire de la religion une question politique pour gagner les élections. Dans cette ville, le PS monte les gens les uns contre les autres et plus précisément parfois les musulmans contre les autres. Benoît Hamon est dans une logique boutiquière. Il traite la communauté musulmane comme une clientèle électorale. Même au sein de la gauche locale, le positionnement de l'ex-ministre de l'Éducation nationale ne fait pas l'unanimité. Son suppléant à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Mallet, député de 2012 à 2014, a récemment claqué la porte du PS en désaccord avec ce discours. Stéphane Dubouchy, militant PS à Trappes pendant près de 20 ans, est lui aussi parti après l'arrivée de Benoît Hamon. Il ne dit jamais clairement qu'il y a un problème avec la place de la religion à Trappes. Il se complète dans une certaine désinvolture au Roland électoraliste. Reproche ce postier transfuge de la liste municipale de LR en 2014 sur laquelle il a été élu. L'accusation ne date pas d'hier. En 2014, le candidat à la primaire a déjà été taxé d'électoralisme, à la suite de propos qu'il aurait tenus à l'Assemblée nationale sur la résolution tendant à la reconnaissance par la France de l'indépendance de la Palestine. Il s'agit du meilleur moyen pour récupérer notre électorat de banlieue et des quartiers qui n'a pas compris la prise de position pro-israélienne de Hollande, aurait-il alors déclaré, selon le Canard enchaîné du 19 novembre 2014. Contacté, l'entourage de Benoît Hamon récuse fermement cette imputation, la qualifiant de ragot. Il n'y aura jamais la moindre preuve qu'il a dit ça, constate ce proche du candidat. En fait, la tournure de la phrase, alors peut-être qu'il a jamais dit ça, je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait pas, on l'a fait plus haut. Mais la tournure de la phrase, ça fait vraiment, ouais, il l'a dit, mais vous pourrez jamais le prouver. Ça sonne pas en sa faveur. À Trappes, plusieurs témoignages font état des encouragements appuyés de Benoît Hamon à l'égard des jeunes qui réfléchissent à prendre un engagement militant. Il a redonné aux jeunes l'envie de faire la politique sans enthousiasme, ainsi à Rachid Benzine, et d'aller voter à la primaire de la gauche. Et donc on a fini. Donc avec tout ça, on a vu que Trappes a un gros problème, et qu'elle est un petit peu corrompue d'intérieur, qu'il n'y a rien qui est vraiment fait, et ça me désole parce que pour l'instant ça attrape. Mais malheureusement ça pourrait se répandre. Alors voilà, je vais laisser la vidéo au bout, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais voilà, ça m'inquiète pour le futur.